Dans la série Philosophie et philosophe contemporaine, l'émission Philosophie de Blandine Kriegel, consacrée aujourd'hui à Raymond Aron, philosophe et politologue, avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Merci beaucoup, cher Philippe. Merci à tous nos auditeurs. Alors, exceptionnellement, c'est moi qui vais présenter brièvement les thèmes de cette émission. Bonjour Marielle David, bonjour François Guéry. Vous êtes avec nous dans un instant. Blandine Kriegel, qui avait un petit problème de transport, va nous rejoindre pour ce direct. Nous sommes rassemblés pour parler de l'œuvre de Raymond Aron et notamment, bien sûr, de sa philosophie politique, puisque Blandine Kriegel souhaitait introduire une série de nouvelles émissions qui vont être consacré à partir d'aujourd'hui et dans les semaines à venir aux philosophes français contemporains. Raymond Aron, évidemment, c'est une des gloires de la philosophie française contemporaine. Son nom est indissolublement lié au combat contre le totalitarisme, notamment contre le totalitarisme soviétique, et ses fondations intellectuelles. Elles se trouvent évidemment du côté de la sociologie allemande qu'il avait découverte lorsqu'il était jeune étudiant à l'âge de 28 ans. Il séjourne en Allemagne au moment de la montée du nazisme à la fin de la République de Weimar. Et ceci, évidemment, va imprimer sa marque très profondément dans sa trajectoire intellectuelle. Il va se rendre compte à l'époque, comme il l'a raconté plus tard, qu'il y avait une fragilité essentielle de la liberté et donc la nécessité de défendre très activement les républiques démocratiques et leurs principes humanistes. On écoute tout de suite le texte autour duquel nous nous retrouvons dans un instant avec Blandine Kriegel, François Guéry et Marielle David, texte donc de Raymond Aron. Raymond Aron. La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. La guerre en tant qu'instrument de la politique échoua en partage au pur entendement. Les passions qui s'enflamment durant la guerre doivent, Musson, être présentes dans les peuples. L'ampleur que prendra le jeu du courage et du talent dans la sphère des probabilités du hasard dépend des particularités du chef de guerre et de l'armée. Les fins politiques appartiennent au seul gouvernement. Comment ne pas en conclure que la détermination des fins ultimes, prérogative exclusive de l'État, exige avant tout la clarté de l'entendement. Certes, dans la mesure où les opérations vont se dérouler dans l'univers réel des armées, avec le frottement inséparable des machines humaines, les informations incomplètes, les bonnes et les mauvaises chances, le chef d'État n'échappa aux incertitudes au milieu desquelles se déploie la libre activité de l'âme. En acceptant la guerre, le chef d'État en accepte les risques. Il parle lui aussi tel le chef militaire. Mais le symbole de l'entendement, il ne doit pas faire que les paris raisonnables, ne pas demander à l'instrument plus qu'il ne peut donner, ne pas l'utiliser d'une manière qui en contredise les lois spécifiques. En mettant la politique au-dessus de la guerre, en réservant à l'entendement la responsabilité des actions politiques, Clausewitz exaltait la sagesse autant sinon plus que l'audace. L'homme de 50 ans, qui écrit son testament dans le premier chapitre, a surmonté en lui l'ardeur du jeune officier, aux yeux duquel nul général ne saurait être trop hardi. Extrait donc de Penser la guerre du philosophe Raymond Aron. Merci beaucoup, cher Alexis, de cette lecture d'un texte, au fond, si remarquable de Raymond Aron. Alors, évidemment, pourquoi Raymond Aron ? Eh bien, après avoir regardé l'école française, l'école d'abord anglo-saxonne, eh bien, nous en arrivons maintenant à l'école française. Et après Sartre, après Canguilhem, eh bien, il était juste, évidemment, de faire une place à Raymond Aron. Il est de la même génération que ses prédécesseurs auxquels nous avons consacré plusieurs émissions. Et il est, on peut dire, quelqu'un qui a suivi, au fond, un chemin tout à fait différent. Parce que, en vérité, il s'est ouvert aux sciences humaines après avoir été formé par la pensée allemande de la fin du XIXe siècle. Il a été le premier introducteur de la sociologie allemande, un livre en 1935. Et spectateur engagé, comme il s'est appelé lui-même, il a suivi une double carrière de journaliste et de philosophe. Je devrais dire plutôt d'universitaire et de journaliste. Alors,
au fond, il est très difficile de résumer une pensée aussi multiple, aussi diverse. Mais disons que ce qui a été très important dans l'évolution de Raymond Aron, c'est d'abord l'expérience qu'il a eue très précocement du nazisme. Quand il est allé, comme normalien, faire un stage en Allemagne, eh bien, il a vu, n'est-ce pas, un des premiers, quelque chose que personne n'avait diagnostiqué, comme il l'a diagnostiqué d'une façon extraordinaire dans la première communication qu'il a donnée à la Société française de philosophie, c'est-à-dire une révolution. Tout de suite, il n'emploie pas le mot de révolution conservatrice, mais il a vu que c'était une révolution. D'ailleurs, quand il a dit ça devant Victor Bach, n'est-ce pas, un autre grand penseur, Bach n'a pas compris. Et il disait, mais comment vous pouvez mettre en cause la révolution? Parce que pour lui, la révolution, c'était la révolution sociale de 1789. Et justement, Raymond Aron a vu qu'il s'agissait d'un autre type de révolution, tout à fait différent, et devant lequel, au fond, les moyens de décryptage étaient extrêmement insuffisants. Alors, il est allé à Londres, il a écrit, et on a dans le quarto que Gallimard lui a consacré grâce à Nicolas Bavrez, pardonnez-moi, un exposé de ses positions, c'est absolument remarquable, n'est-ce pas, sa lucidité. Après quoi, évidemment, eh bien, il s'est consacré à la sociologie, et d'abord, il est le premier à avoir introduit la sociologie de Max Weber en France, à la sociologie, mais aussi à beaucoup d'autres questions que nous allons examiner successivement. Mais je commence par le texte, si vous le voulez bien. Au fond, on voit que dans ce texte, Raymond Aron fait entrer quelque chose qui ne faisait pas partie, n'est-ce pas, de la réflexion des penseurs français, c'est-à-dire la stratégie, pas seulement la guerre, parce que c'est la guerre, on la trouve dans toute la philosophie politique, mais la stratégie. Et il s'agit évidemment du grand texte de Clausewitz, Vom Kriege, de la guerre, qui a été lu en vérité par, au fond, toute la pensée du 19e siècle, de Wellington à Lénine. On a retenu deux choses de Clausewitz, ce général prussien qui a combattu pendant les guerres napoléoniennes, deux idées qui sont apparemment contraires et contradictoires. Première idée, la guerre est un art de la violence dont l'objectif est de contraindre l'adversaire à exécuter votre volonté. Et deuxième idée, apparemment ce n'est pas la même chose, la guerre est le prolongement de la politique par d'autres moyens. Alors, on a bien compris que dans ce texte que vous avez lu, cher Alexis, eh bien, il s'agit au fond d'un commentaire et d'une présentation de cette deuxième thèse, de cette seconde thèse, de cette deuxième idée fondamentale, c'est-à-dire, alors, que nous explique ici Raymond Aron, qui est au fond très intéressant, eh bien, dans une présentation qu'on pourrait juger, pour les philosophes de profession que nous sommes, François et moi, qu'ancienne, n'est-ce pas? Première idée, c'est que la guerre échoua, n'est-ce pas, d'abord à l'entendement, pas à la raison pure, mais à l'entendement, que son exécution revient aux militaires. Là, c'est presque une idée de Bonaparte, n'est-ce pas? La guerre est un art tout d'exécution, et que, évidemment, néanmoins, puisqu'elle revient à l'entendement, elle a une rationalité. Alors, quelle rationalité? Eh bien, première rationalité, il nous explique que pour le militaire doit tenir compte du jeu des passions, il doit tenir compte du jeu du courage et du talent, et que, en fait, toute son action se développe dans la sphère des probabilités et du hasard. Et pourtant, si l'exécution appartient aux militaires, Raymond Aron, commentant Clausewitz, ajoute que ces fins appartiennent aux politiques. C'est-à-dire que la détermination des fins appartient à l'État, au gouvernement, aux politiques. Et donc, dans la fin de ce texte, on voit que, pour lui, n'est-ce pas, il y a en quelque sorte un avantage du politique sur le militaire, mais évidemment à condition que le politique lui-même accepte le risque, puisqu'on a vu le risque dans la guerre, le hasard, mais des risques raisonnables, dit Raymond Aron,
Donc, il conclut en nous expliquant que Clausewitz met la sagesse au-dessus de l'audace, met la politique au-dessus de la guerre et même met la maturité au-dessus de la jeunesse. C'est un thème presque aaronien. Clausewitz, d'ailleurs, explique-t-il plus loin dans ce grand livre, Penser la guerre, Clausewitz, n'est pas un romantique. Il ne fait pas partie, n'est-ce pas, du courant du romantisme politique. Ses maîtres étaient Montesquieu et Voltaire. Il est un classique et, au fond, sa conception de la guerre dérive tout entière de la politique classique. Alors, donc, vous voyez, de cela, on peut tirer un certain nombre d'idées que, d'ailleurs, Raymond Aron ne tire pas toujours comme l'ont fait, par exemple, Glucksmann, mais plus fondamentalement, il lie finalement la guerre à l'État. Alors, est-ce que nous avons Alexandre Adler avec nous, cher Philippe? Il vaudrait presque mieux. Pardon? Attendez. Non, ils ne l'ont pas. Ça fait rien, Pourquoi vous ne l'avez pas? Alors, je voudrais lui poser une question, néanmoins. Mais c'est pas possible. Laisse tomber. On n'a plus de 10 minutes. Passe à la suite. Pourquoi attendez, pourquoi on ne peut pas? Passe à la suite. Bon, ben alors écoutez, alors moi, voilà la question que je voulais poser à Alexandre. Je vais peut-être vous la poser à vous, Alexis. C'est que l'œuvre de Raymond Aron, n'est-ce pas, ce grand penseur du XXe siècle, est très vaste, puisqu'elle couvre dans le domaine de la pensée à la fois la sociologie, la philosophie de l'histoire, la politologie, et donc la stratégie, comme nous venons de le voir, mais que dans ses engagements, dans les engagements de Raymond Aron, elle n'était pas moins importante, puisqu'il y a son opposition au nazisme qui a été fondamentale et qui lui a donné évidemment une autorité intellectuelle indiscutée. Ses positions, son engagement pour la démocratie contre le totalitarisme, sa défense du libéralisme et son soutien qui n'a jamais failli à Israël. Alors, au fond, qu'en retenez-vous, Alexis, personnellement? Qu'est-ce qui est actuel dans toutes ces entrées dans la pensée de Aron? Alors, je serais tenté de vous dire, non pas pour faire une réponse convenue, mais au contraire une réponse originale. Je serais tenté de vous dire que, hormis quelques scories ici ou là, c'est une œuvre éminemment actuelle et éminemment utilisable pour les combats républicains d'aujourd'hui. Pourquoi? D'abord parce que qu'est-ce qu'on voit? On y reviendra au cours de la discussion, mais c'est fondamental. Les actuelles alternatives nationales populistes qui se présentent dans plusieurs pays européens et notamment en France, qui ont été récemment contrebattues en Italie ou en Allemagne, mais qui continuent quand même à pointer le bout de leur nez. Ce sont effectivement, au sens que Raymond Aron leur a donné dans les années 30 quand il était à Cologne et à Berlin, ce sont des alternatives révolutionnaires, au sens de la révolution conservatrice. Donc cette conceptualisation-là du fascisme et du néofascisme comme étant une révolution conservatrice, elle est éminemment actuelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la modération politique. Raymond Aron, qu'on a abusivement classé à droite lorsqu'il écrivait dans le Figaro pendant la guerre froide. En fait, il a fini par l'Express quand même. Oui, mais pendant la guerre froide, il était au Figaro jusqu'en 77. Après, il est passé à l'Express. Mais en réalité, il défendait les idées d'un centre démocratique et libéral extrêmement modéré sur le plan politique, qui surtout était marqué au fer rouge par la double expérience totalitaire du XXe siècle et qui souhaitait fortifier, j'allais dire intellectuellement, armer intellectuellement la défense si difficile des démocraties. Et il y a plus d'un point commun, en réalité, entre Raymond Aron et Albert Camus. Ça, c'est le deuxième point. Oui. Troisième point, je termine, non parce que c'est important, oui. Vous l'avez soulevé, c'est 67. Pour nos auditeurs, c'est très important. Raymond Aron, contrairement à ce qu'on a dit et à ce qu'on continue à dire d'ailleurs dans certains milieux de la communauté, n'est pas sur le modèle franco-judaïque de la timidité dans l'expression de son identité juive. Ça n'est pas vrai. Quand on connaît sa trajectoire biographique, on se rend compte au contraire qu'il a été, au fond, d'une autre manière que ceux qui l'ont suivi, que la génération qui l'a suivi, la vôtre, il a été à sa manière un juif d'affirmation. Et il l'a été notamment face aux propos
éminemment contestable tenu par le général de Gaulle lors de la célèbre conférence de presse de novembre 1967 où il parle du peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur. Sa fidélité à Israël, c'est la fidélité d'un homme profondément français et profondément juif. Oui, vous avez tout à fait raison. Ce qui va dans le sens de ce que vous avez dit, ce sont deux choses. D'abord, Aaron disait, parmi les Aaroniens, je suis le plus à gauche, je l'ai entendu, puisque j'assistais à son séminaire. Et deuxièmement, effectivement, c'est en tant que français, juif, laïque, qu'il a soutenu Israël. Alors, je voudrais savoir à la régie si nous pouvons maintenant avoir notre ami Alexandre. Alors, Alexandre, j'ai posé une question que j'aurais voulu vous poser directement. Je l'ai posée à notre ami Alexis. En fait, que retenez-vous personnellement de la pensée si diverse et si nuancée de Raymond Aron? Bien, écoutez, on peut évidemment, sur une pensée aussi complexe, partir dans diverses directions, mais essayons de les rassembler en un point fixe, un centre de gravité. Alors on dira, si vous voulez, en anglais, une langue qui lui était fort familière, que ce qui caractérisait une partie profonde de son être, c'était decency, la décence. C'est-à-dire, en fait, un sentiment de l'honneur et un sentiment de ce qu'il se devait et qui comprenait dans cet honneur le fait d'aller souvent à son encontre. Juif français, rattaché à l'histoire de la République par toutes ses fibres, il pensait aussi qu'il fallait défendre Israël et il fallait le défendre sans peur et sans reproche, exactement comme en 1938-39, il fut contre Munich et il fut contre toutes les idées sceptiques qu'il avait plus ou moins défendues comme philosophe. Et il n'avait aucun scepticisme dans l'idée de combattre Munich et de combattre l'agression nazie dont il sentait l'imminence. Et bien entendu, avant tout le monde, avant le jour, il se rend à Londres alors que le général de Gaulle n'avait pas encore prononcé son appel du 18 juin. Et si, effectivement, à Londres, il ne s'entendit pas toujours avec le général en apparence, beaucoup les unissait, y compris ce que Dominique Schnatper a fini par me dire, le fait que, comme le général de Gaulle avec sa petite fille Anne, Raymond Aron, lui aussi, avait un enfant handicapé, et que c'est un point sur lequel il communiquait très facilement et très aisément pendant toute la guerre et après. Et puis enfin, il y a chez Raymond Aron, au-delà de la décence et du courage, il y a aussi la capacité à rompre, la nuque raide. Ça, c'est une vertu évidemment que on nous prête de façon un peu négative, mais qui est si grande dans le judaïsme, qui est si grande cette capacité de dire non, de s'opposer. Il a montré à de multiples reprises, il a eu un grand courage, y compris dans son opposition, disons, si vous voulez, aux errements de son petit camarade. C'est-à-dire, je veux parler de Jean-Paul Sartre. Il avait beaucoup de courage en 1945-46 à rompre avec toute sa génération en ne disant aucun bien, même s'il respectait profondément les résistants communistes, mais eux seuls. Mais il n'a jamais accepté de plier le genou devant l'hégémonie intellectuelle et morale qu'avait encore à ce moment-là le Parti communiste. Et ça lui coûtait beaucoup de soutien et beaucoup de facilité dans la vie intellectuelle. Il les a tout envoyés promener, car il n'avait peur de rien, cet homme. Et d'un courage tranquille que précisément on ne connaît pas d'habitude en France. On connaît le courage crâne, le courage héroïque, on connaît le sens du sacrifice de Jean Cavaillès, par exemple. Mais la tranquillité presque socratique du courage de Raymond Aron est une chose qui détonne. Alexandre, merci de dresser ce portrait moral de Raymond Aron, parce que personnellement, c'est ce qui m'a tout de suite impressionné chez lui.
n'est-ce pas? C'était un homme extrêmement droit, honnête, généreux. D'ailleurs, de tous les professeurs venus de la Troisième République, disons ça, n'est-ce pas, qui nous a été donné de connaître, il était certainement au fond, des représentants les plus honorables. Mais alors, François, je me tourne vers vous, puisque comme philosophe, vous aussi, vous avez des intérêts très diversifiés, cher François. Mais que retenez-vous, puisqu'on va revenir à ce texte de Penser la guerre Clausewitz? Oui. En quel sens on peut dire que Raymond Aron est machiavélien? En quel sens il ne l'est pas? Oui. Ça, c'est une première question que je vais vous poser. Tout de suite, également, une seconde question, évidemment, aux philosophes. Parce que Canguilhem, dans l'hommage que l'École normale supérieure lui a réservé à l'ENS, a dit de lui, ce qui me paraît juste, c'est que finalement, la philosophie de Raymond Aron était une philosophie essentiellement néo-kantienne. Alors, sur ces deux points, qu'est-ce que vous nous diriez, François? Elle est même... Je voudrais l'inscrire dans la tradition philosophique, ça me paraît important, surtout précisément parce qu'il a été, si on veut, un grand penseur, sociologue. Oui. Mais il y a une inscription dans la tradition philosophique, et j'irai assez vite. Dans le texte que vous nous avez proposé, choisi, il y a 3 éléments. La masse des soldats, du peuple, est dans la passion, et en particulier aussi dans la passion agressive ou hostile. Les chefs doivent choisir, doivent trancher, doivent agir, donc ils sont, si vous voulez, dans l'action. Et celui qui dirige, qui est un civil, le chef de l'État, a pour lui l'entendement. Or, cette tripartition, elle est celle de la République de Platon, qui a absolument inspiré Kant à tous égards. L'idéalisme de Kant, c'est-à-dire le fait que tout soit régi par les idées de la raison, les idées de la raison pure. Et en particulier, je crois que ce qui est très important, c'est que cet homme qui a la responsabilité de la guerre ou de la paix n'a pas pour but la guerre, il a pour but la paix qui s'ensuivra, qu'il s'agisse d'une victoire ou d'une défaite. Et donc, il y a, si on veut, une idée de la raison qui est celle d'une harmonie ou d'une providence, quoique ce ne soit que des idées de la raison et non pas évidemment une réalité à laquelle on croirait du point de vue de la foi. Donc je pense qu'il y a une transition, une ligne droite du platonisme au kantisme et à Raymond Aron, celui qui pense Clausewitz. En effet, je crois qu'on peut très bien le dire, comme vous l'avez très clairement expliqué, mais il y a aussi, si vous voulez, le refus de la montée aux extrêmes, de la guerre absolue, du massacre, qu'il partage évidemment avec Clausewitz et qu'il oppose d'emblée, n'est-ce pas, qu'il a opposé d'emblée à ce que voulait faire évidemment l'hitlérisme. Alors, autre question à notre amie Marielle. Marielle, vous avez été, vous aussi, de la génération 68, mais en plus, n'est-ce pas, vous êtes psychiatre, pédopsychiatre et psychanalyste. Et au fond, la question que je veux vous poser, elle est extrêmement simple. C'est pourquoi la génération de 68 a été en fait moins ouverte aux idées de Raymond Aron, mais alors qu'à la fin, finalement, poussé, je dirais, par Bernard Kouchner et André Glucksmann, quand ils ont mené par la main son petit camarade, Jean-Paul Sartre, pour le réunir à Raymond Aron, pour l'affaire des Boat People, on lui a quand même rendu les armes. Comment vous expliquez cette évolution, chère Marielle, si vous y avez réfléchi? Non, mais je pense tout simplement que ce qui avait poussé une génération de mai 68, c'est à la fois une révolte contre la génération d'avant qui était trop serrée sur de nombreux points, et puis un idéalisme. Et que malgré tout, le sens de la réalité l'a emporté. Les gens ont compris qu'un certain nombre de personnes souffraient de ce qui se passait en Extrême-Orient. Et dans la lignée de l'idéalisme, ils ont fait les Boat People. Je pense que s'ils ont été tout à fait logiques avec eux-mêmes. Eh bien, merci. Alors, je voudrais simplement terminer par une phrase de Raymond Aron que j'ai relevée, qui m'a beaucoup frappée, puisque c'est un homme qui a pris en compte, évidemment, le hasard, le fait que l'histoire ne va jamais là où on veut. Mais il finit par dire, au fond, même quand on est perdu, qu'est-ce qu'il reste au-delà de la politique ? Eh bien, c'était une conférence qu'il a faite à propos de la philosophie politique à des étudiants, je crois que c'est à Sciences Po. Il reste la recherche de la vérité. Et c'est en ce sens qu'il est aussi un grand penseur du XXe siècle. Merci à vous tous.